Et si je te raconte Et si je te raconte, le podcast du Centre Pompidou-Metz qui vous fait pour ce hors-série spéciale architecture découvrir les coulisses de son bâtiment signé Shigeru Ban et Jean de Gatine. J'ai étudié le tressage Shigeru Ban, à partir de cette tradition asiatique du chapeau de bambou. Et j'ai découvert que seuls deux éléments se rencontrent à chaque jointure, des triangles et des hexagones. C'est de la pure géométrie. 2025. Quand on arrive en gare de Metz-Ville, quelques pas suffisent pour tomber nez à nez avec le Centre Pompidou-Metz. Sa toiture monumentale blanche, posée sur une structure de bois qui évoque le canage d'un chapeau chinois. Ses espaces au rez-de-chaussée tout en hauteur et ouverture vitrée. Ses 4 galeries d'exposition dont 3 sont en forme de tube et sa flèche métallique centrale de 77 mètres de haut. Cette année, l'institution s'apprête à fêter un anniversaire important. Cela fait 15 ans que le musée dessiné par l'architecte japonais Shigeru Ban et le français Jean de Gatine a ouvert au public un 11 mai 2010. Mais sa véritable histoire commence en mars 2003. Il y a 30 ans, le Centre Pompidou-Paris marquait les esprits par son parti pris architectural et c'est cette même ambition qui a déterminé le choix du jury pour le futur Centre Pompidou-Metz. Avec le soutien du ministère de la Culture, sous l'impulsion de Beaubourg et de son président Bruno Racine, piloté par celui qui deviendra son premier directeur, Laurent Lebon, un appel à architecture internationale est lancé pour un nouveau centre Pompidou en région. Lieu d'élection pour cette première opération de décentralisation culturelle, l'ancienne ville de garnison de Metz, et plus précisément, son tout nouveau quartier de l'amphithéâtre. Après 8 heures de discussion, 6 noms ont été retenus parmi 157 dossiers présentés. Suite à l'appel à candidature, le jury retient 6 candidats pour une finale à couteau tiré. Parmi eux, les Suisses Herzog et de Meuron, qui viennent de signer le chantier de la Tate à Londres, proposent une grande structure cubique et miroitante. Autre grand nom, Dominique Perrault, qui achève la BNF à Paris, dessine quant à lui un parallélépipède recouvert de 4 pans métalliques penchés, comme pour former une gigantesque tente. Mais les faveurs du jury penchent sur un candidat à l'époque bien moins connu en France, le japonais Shigeru Ban, associé au français Jean de Gatine. Emmanuelle Chiappone, maîtresse de conférences associée à l'ENSA Malaquais, revient sur les débuts de cet architecte, né en 1957 à Tokyo, qui allait devenir une figure internationale qui recevrait le Pritzker Prize 4 ans après l'inauguration du Centre Pompidou-Metz et le prix impérial de l'Académie des Beaux-Arts du Japon encore 10 ans plus tard. Shigeru Ban, c'est un architecte japonais qui, dès ses études, part aux États-Unis, donc qui est tout à fait représentatif d'une certaine génération d'architectes japonais qui vont travailler dans le monde entier. C'est donc quelqu'un qui va étudier aux États-Unis, au SCI-Arc, qui est à Los Angeles, qui à l'époque est marqué par l'influence de quelqu'un comme Frank Gehry ou Eric Owen Moss, et ensuite à la Cooper Union à New York, récipiendaire du prix Pritzker en 2014, qui est le Nobel de l'architecture, et on le connaît pour plusieurs choses. Son architecture de bois, assez complexe et spectaculaire, mais aussi son travail en soutien aux populations déplacées. À l'époque où il candidate pour le Centre Pompidou-Metz, Shigeru Ban est connu pour ses architectures construites à partir de tubes de carton. Des tubes aussi banals que ceux de nos rouleaux de papier toilette, mais solides et faciles d'utilisation, que Shigeru Ban va ériger au rang de matériaux de construction. Dans par exemple son église de Kobe, faite suite au séisme de 1995, ou sa bibliothèque du poète à Odawara, dont la structure est fermée non par des murs traditionnels, mais par de grandes bibliothèques recouvertes de livres. Et son originalité ne s'arrête pas à ses innovations structurelles. Shigeru Ban marque également les esprits en 1995 avec une maison individuelle du centre-ville de Tokyo, connue sous le nom de Curtain Wall House. Les matériaux sont ici traditionnels, à l'exception d'un détail. La Curtain Wall House de 1995, qui est une maison sans mur, dont le mur justement disparaît au profit de 2 murs rideaux, un mur en verre qui va complètement se replier et
un rideau. C'est une maison dont on peut complètement ouvrir la façade et dont on peut simplement la refermer par un rideau qui flotte au vent et donc où en fait l'intérieur et l'extérieur sont en continuité totale. Ce qui va beaucoup marquer son architecture, c'est une interrogation sur ses limites. Alors lui parle de dématérialisation, mais sur sa fragilité, son effacement, et donc sur le rapport entre l'intériorité, la domesticité et l'extérieur, l'urbain ou d'autres formes. Donc un travail sur l'entre-deux. Ce travail-là, lui, vient d'une certaine manière d'un intérêt pour une économie de matière, l'économie d'énergie, et c'est aussi peut-être une nouvelle alliance entre le minimalisme d'une architecture évanescente et une légèreté des matériaux, de certains procédés structurels. Pour le concours du Centre Pompidou-Metz, le toit à l'aspect organique proposé par Shigeru Ban va dénoter des formes de ses concurrents, plus géométriques et héritières du modernisme encore sensible dans le Centre Pompidou historique. Et sa proposition va également répondre en tout point aux exigences contenues dans le programme de l'appel à candidature. Dans les 142 pages du programme, il est indiqué une myriade d'exigences, telles que, page 25, sans souhaiter un geste trop monumental de l'architecte, l'impact visuel du premier contact avec le bâtiment est évidemment essentiel. Page 150. Il est souhaitable de répartir les espaces d'exposition sur plusieurs niveaux. Page 57. On aimerait qu'à un moment ou un autre, un panorama sur la ville soit possible. Il permettrait un moment fort et attractif de la visite. Un des points essentiels abordés par le programme tient dans l'emplacement inédit du Centre Pompidou-Metz. Au sein du nouveau quartier situé au sud de la ville, le quartier de l'amphithéâtre, à l'époque encore à l'état de plan, le terrain vierge laisse une totale liberté à l'architecte. Et Shigeru Ban va justement en tirer profit pour libérer son bâtiment de toute contrainte formelle, traditionnellement déterminée par l'environnement urbain. À Metz, au sud de la gare, l'environnement était complètement vide. Shigeru Ban. Il n'y avait rien autour. J'ai donc pensé que le bâtiment devait avoir sa propre identité formelle, au lieu d'épouser le contexte urbain, comme le ferait un bâtiment carré ou rectangulaire. Comme on le sait, le Centre Pompidou est un bâtiment très innovant, tant sur le plan structurel que dans sa conception en termes de style architectural. Mais s'il présente une esthétique très singulière, il n'en reste pas moins cette forme structurelle traditionnelle. C'est un bâtiment rectangulaire, du fait de son emplacement particulier. À Metz, du fait de cet environnement totalement ouvert et vide, j'ai voulu que le bâtiment soit presque connecté à n'importe quel côté du site. Se démarquant de Beaubourg par sa forme à 360 degrés, sans façade avant ni arrière, la proposition de Shigeru Ban et de Jean de Gatine ne s'inscrit pas moins en continuité avec la visée originale du musée parisien, d'être le plus ouvert possible à la ville. Les deux architectes décident en effet de ne séparer des alentours les espaces du rez-de-chaussée, grande nef et forum, que par des vitrages qui entendent amener une fluidité quasi totale entre extérieur et intérieur du musée. Le concept, c'était vraiment d'ouvrir un maximum pour être un maximum accueillant. Jean de Gatine, architecte associé à Shigeru Ban. Au contraire de ce qu'on trouvait dans les musées habituellement, qui sont assez fermés comme ça dans la ville. En général, on a un peu peur d'y aller, c'est un peu intimidant, il faut d'abord ouvrir des portes et là. Là, l'idée, c'était vraiment de poser une grande toiture avec en dessous tous les éléments, qui fassent presque partie du jardin de la ville. Et on l'a fait par un système de cloisons qui est inspiré des portes de garage et qui peuvent se relever entièrement. Une autre condition essentielle du programme est également décisive dans la proposition de Shigeru Ban, la hauteur sous plafond nécessaire pour accueillir des œuvres monumentales. Le programme ambitieux de ce bâtiment tenait dans l'exposition d'œuvres d'art monumentales, qui ne pouvaient être exposées au Centre Pompidou à Paris en raison de la hauteur du plafond, qui n'y est que de 5,50 m. L'objectif principal de la construction du Centre Pompidou de Metz était donc d'exposer de grandes œuvres d'art qui n'ont jamais été montrées au public.
Donc, créer un très haut plafond et un espace ouvert était l'idée centrale de ce bâtiment. Cette exigence amène Shigeru Ban et Jean de Gatine à imaginer un toit monumental capable de couvrir des espaces atteignant 35 mètres de hauteur dans la grande nef et le forum, les deux espaces au rez-de-chaussée. Mais aussi les 3 galeries d'exposition tubulaires que les architectes veulent superposer les unes sur les autres et destinées à accueillir les expositions temporaires. Idée géniale, la toiture devra culminer par sa flèche à 70 mètres de hauteur, clin d'œil à l'année d'inauguration 1977 du Centre Pompidou parisien. Et pour concevoir l'esthétique qu'il veut tout à la fois géométrique et organique, Shigeru Ban s'inspire d'un élément que le destin allait mettre sur son chemin, un chapeau chinois qu'il achète peu de temps avant la conception du Centre Pompidou-Metz dans un marché de la région parisienne. Il y a eu une espèce de révélation sur ce chapeau chinois, c'est les chapeaux anciens en paille comme ça, et en fait ils sont tressés comme ça, exactement comme l'est ici, la toiture, et ça donne des hexagones. C'est à la fois, ça permet une rigidité pour former un panier, et en même temps ça donne une certaine qualité esthétique. J'ai étudié le tressage à partir de cette tradition asiatique du chapeau de bambou. Cette forme, composée de triangles et d'hexagones, vient de l'analyse de l'artisanat du bambou. Je voulais proposer quelque chose de totalement différent du style dit high-tech du Centre Pompidou Paris, entièrement fait d'acier. Si Shigeru Ban en vient à imaginer une telle toiture, c'est qu'il explore ses formes structurelles depuis des années, notamment auprès d'un maître de l'architecture internationale, l'allemand Frei Otto, célèbre pour son stade olympique de Munich et ses gigantesques membranes tendues. I wanted a new kind of thinking, real new kind of thinking. Frei Otto a travaillé toute sa carrière à alléger les constructions avec des structures aux formes organiques. Et c'est avec lui que Shigeru Ban réalise en 2000 le pavillon du Japon de l'exposition universelle de Hanovre, décisif dans l'évolution qui l'amènera à dessiner le Centre Pompidou-Metz. Shigeru Ban, il va réaliser en 2000 un pavillon qui va vraiment être le début de sa carrière internationale, qui est ce pavillon du Japon à l'Expo universelle de 2000 à Hanovre, qui est déjà une structure tubulaire complexe avec une couverture blanche, qui fait donc penser au Centre Pompidou-Metz d'une certaine façon. Cette structure, elle est co-signée, on va dire, ou co-conçue avec Frei Otto. Frei Otto qui est cet ingénieur allemand qui va vraiment marquer la deuxième moitié du XXe siècle par son inventivité structurelle, mathématique, et sa capacité, à travers cette maîtrise extrêmement poussée des matériaux et des structures, à produire des formes complexes dites organiques. On cite souvent le fait qu'il travaillait avec des maquettes en bulles de savon, mais ce qui a aussi eu le mérite de réouvrir l'architecture peut-être plus technique à tout un registre sensuel qui est celui du biomimétisme, de l'organicité, de formes issues du vivant. La figure la plus importante de mon parcours est Frei Otto. Il fait partie de ces rares architectes qui échappent à l'influence des modes stylistiques de l'époque, parce qu'il conçoit aussi bien la structure que les matériaux. Lorsque j'ai conçu le pavillon japonais pour l'exposition universelle de Hanovre en 2000, j'ai eu la chance de collaborer avec Frei Otto et j'ai énormément appris à ses côtés. L'une de ses leçons majeures tient dans sa philosophie qui consiste à utiliser un minimum d'énergie et un minimum de matériaux pour créer un maximum d'espace. Il s'est toujours efforcé de tirer parti des propriétés intrinsèques des matériaux. J'ai appris énormément à ses côtés en travaillant sur le projet du pavillon japonais. 3 ans à peine séparent la construction du pavillon de Hanovre du concours du Centre Pompidou-Metz. Mais suite à sa victoire, Shigeru Ban va faire face à un problème pratique. Comment suivre son chantier en France au quotidien alors que son studio est situé au Japon ? J'ai voulu établir mon propre bureau à Paris pour réaliser tous les dessins de construction en supervisant moi-même la construction. Mais c'était trop cher de louer un bureau à Paris. Pour aménager sans le budget nécessaire un bureau sur le territoire, Shigeru Ban cherche des solutions.
J'ai proposé de louer l'espace situé sur le toit du centre Pompidou, au-dessus de la terrasse, pour y construire mon propre bureau temporaire avec mes étudiants. J'ai donc choisi de faire ma structure en tube de carton. Et la première chose que je devais alors faire était d'obtenir l'autorisation de Renzo Piano. Et il a été très heureux de ce projet de bureau temporaire, parce que c'est justement ce qu'avaient fait Renzo Piano et Richard Rogers. Il m'a avoué qu'ils avaient fait établir leur premier bureau sur la Seine, alors qu'ils avaient commencé à travailler au projet du Centre Pompidou. C'est une forme de continuité dans la façon de construire un Centre Pompidou. Last floor, Centre Pompidou's roof, Shigeru Ban Studio. Le studio de Shigeru Ban et Jean de Gatine sera donc perché dans les airs, au-dessus du Centre Pompidou Paris, dans l'esprit de celui aménagé sur une péniche par Rogers et Piano à l'époque de Beaubourg. Shigeru Ban dessine alors un long tunnel en plein cintre pour accueillir ses étudiants du monde entier, mais aussi les dizaines de maquettes qui aboutiront à l'architecture finale. Surnommé PTS pour Paper Tube Studio, et aujourd'hui au sud du Centre Pompidou-Metz, où il accueille des expositions participatives, il est bâti à partir de ce matériau qui a rendu Shigeru Ban célèbre. Les tubes de carton avec lesquels il a construit ses architectures d'urgence au cœur de situations de crise humanitaire. On a évoqué le séisme de Kobe. Shigeru Ban a depuis, grâce à ses constructions simples à mettre en place, accompagné de nombreuses populations en difficulté, et notamment très récemment pendant le tremblement de terre au Maroc en 2023 ou la guerre en Ukraine. Et cette pratique est à l'origine la plus simple qui soit. J'ai utilisé des tubes en papier recyclé que j'avais en abondance dans mon atelier. À l'époque, quand on finissait un tube de papier, calque et de fax, ça laissait toujours un tube en carton une fois le papier utilisé. Et je déteste jeter des objets, et donc je les conservais. Et alors que je cherchais un matériau de substitution au bois, souvent trop coûteux pour mes budgets et trop précieux pour un usage temporaire, j'ai opté pour le tube de papier recyclé. J'ai ensuite découvert que la résistance de ce matériau était très forte, et j'ai commencé à l'expérimenter pour des structures porteuses. Ce travail a ainsi débuté en 1995, bien avant que l'on ne parle de recyclage, d'écologie et de développement durable. Au Centre Pompidou Paris, on disposait d'un espace linéaire, donc naturellement il fallait construire un bâtiment linéaire. Mais structurellement, on ne pouvait pas le rattacher au bâtiment, de sorte que celui-ci devait être léger, sans fondation lourde, sans lien avec le Centre Pompidou Paris. J'ai donc choisi la structure du Paper Tube Studio. Au sein du PTS, l'équipe travaille à une problématique de taille. À ce moment, personne ne sait comment atteindre les 8500 m² d'envergure de la charpente de bois et les 35 mètres de hauteur qui devaient surplomber le bâtiment. Pour respecter le budget, plusieurs solutions sont envisagées, comme le changement de matériaux et même le dessin de la structure elle-même. On a au début pas mal de problèmes pour faire passer le bois, parce que ça c'était vraiment un challenge technique pour la charpente. Vous avez vu la complexité, parce que ce sont des formes qui sont pas habituelles, et les entreprises essayaient de remplacer ce bois par du métal, mais on a tenu jusqu'au bout. Plusieurs bureaux d'études en construction sont sollicités, parmi lesquels la société britannique Arup, connue pour avoir travaillé sur l'Opéra de Sydney et le Centre Pompidou parisien. À l'origine, la société Arup avait imaginé un toit en bois qui différait du projet initial et qui doublait le budget prévu. J'ai donc montré mon design original à un génial ingénieur suisse, Hermann Blumer, que j'avais rencontré par hasard et qui m'avait dit « Votre idée est mieux et en plus elle peut être moins onéreuse ». Le fait de revenir à ma conception structurelle initiale permettait donc de respecter le budget. C'est là que j'ai commencé à travailler avec Hermann Blumer pour le réaliser. Loin d'une société d'envergure comme Arup, Hermann Blumer sera donc l'homme qui allait répondre au défi de créer cette charpente de 8000 m². Spécialisé dans l'ingénierie du bois, Hermann Blumer tient dur comme fer à sa devise. Ce que les architectes dessinent, on peut le construire en bois. Mais le pari est loin d'être gagné. Pendant 7 mois, les allers-retours s'enchaînent entre l'ingénieur suisse et l'architecte japonais pour trouver la technique parfaite qui donnerait forme à l'esthétique lisse et entrelacée voulue par Shigeru Ban.
Et c'est en prenant le métro aérien que la solution va parvenir à Herman Blumer quand il regarde le système de pont Vierendeel. Ces poutres à caissons métalliques qu'on connaît tous sur les ponts de métro aérien et qui, adaptés au bois, allaient permettre aux poutres de s'entrecroiser. 17 000 éléments, tous différents et découpés en Allemagne, qui, au centre Pompidou-Metz, seront raccordés au millimètre près, ceci correspondant à la fascination du maître pour ce matériau vivant qu'est le bois. Il dit lui-même qu'il est très tôt fasciné par le travail des charpentiers, et en particulier par ce travail à l'ancienne, où les charpentiers peuvent fabriquer aussi bien des meubles que des habitations, sans recours à l'électricité, sans recours au moteur, à partir d'une ingéniosité et d'une compréhension du comportement du matériau. Il cite pas seulement évidemment le savoir-faire, la technique, mais aussi un rapport assez sensuel au bois avec son odeur. Les fibres vont travailler, il va falloir savoir dessiner un joint et le réaliser pour assembler des pièces entre elles, etc. Et ce qui confère à la toiture son apparence finale est le matériau vivant qui viendra la couvrir. Une membrane de polytétrafluoroéthylène, matériau blanc le jour, transparent la nuit, qui vient apporter ce rythme unique à la charpente. On a choisi une toile semi-transparente, qui est un espèce de mélange de téflon qui permet de résister techniquement aux intempéries, etc., mais qui a une certaine translucidité, et ce qui permet d'avoir une certaine transparence de la lumière, et qui est très beau aussi dans les deux sens d'ailleurs, parce qu'on a de la lumière qui nous vient pendant la journée, et le soir, si vous venez le soir, vous voyez qu'on voit en transparence avec la lumière artificielle, c'est un peu comme une méduse et tout. Peut-être encore plus intéressantes encore sont les ruptures amenées par les architectes. À travers cette peau, vivante canopée, 3 galeries d'exposition de béton dénotent. Superposées les unes aux autres, selon des orientations différentes, un peu comme des mikados tombés du ciel, ces 3 tubes de 55 mètres de longueur saillent comme si elles transperçaient la membrane. Tour de force architecturale, dont le porte-à-faux amène toute sa légèreté visuelle au bâtiment, chacune de ces galeries rend à son extrémité un hommage à la ville de Metz. Grâce à de grandes baies vitrées, elles offrent 3 panoramas sur des lieux emblématiques de la cité mosellanne. La galerie supérieure donne sur la cathédrale, grâce à ce que j'appelle une fenêtre tableau, qui encadre ce monument de la ville afin de relier le musée au centre-ville. La deuxième galerie encadre la gare. Car comme on le sait, Metz se situe à l'est de la France et suite à l'occupation de la ville par les Allemands, il y a eu de nombreuses architectures de style germanique dans toute la ville, y compris cette gare. En cela, elle représente un pan important de l'histoire de la ville de Metz. La troisième galerie sur la grande piazza présente donc les nouveaux quartiers de Metz à l'époque. Donc l'idée c'était que le bâtiment soit vraiment ancré physiquement dans la ville de Metz et c'était un moyen de le faire. Et pour leur fonction d'accueil des expositions temporaires, peuplées d'œuvres d'art, de nature, d'échelles et de matières différentes, Shigeru Ban devait encore trouver une solution ingénieuse à même les galeries d'exposition, ce qui n'était pas le cas au Centre Pompidou parisien. Il y a 2 types d'espaces d'exposition. Le premier est l'espace de la galerie traditionnelle, défini par 3 grandes galeries tubulaires de 50 mètres par 90. Afin de rendre ces galeries très flexibles, de mettre n'importe quel type de cloison, n'importe quel type de petits espaces, j'ai installé l'air conditionné sous le sol, à 3 mm d'écart des dalles, de sorte que peu importe qu'on fait des cloisons, on peut obtenir l'air conditionné dans tout l'espace. Et puis, entre la toiture et ces tubes, il y a 2 types d'espaces d'exposition monumentaux. La grande nef et le forum. Cette flexibilité des espaces d'exposition n'est pas une simple trouvaille technique. Elle répond à un sens profond de l'adaptabilité des espaces qui a pour corollaire une liberté stylistique qui s'affranchit des courants esthétiques. À chaque fonction correspond une forme et un matériau. J'aime tirer parti des propriétés spécifiques de chaque matériau, le bois, l'acier et le béton. Ainsi, la toiture est en bois, la tour et le tube sont en acier, tandis que les fondations et la partie inférieure sont en béton. La rupture entre le registre géométrique des galeries et l'organicité du toit
est justement ce qui rend l'architecture du Centre Pompidou-Metz difficilement identifiable et par là intéressante. Béton, bois, verre, acier, il semble parler d'un compatible langage. Et peut-être que la clé pour les déchiffrer repose dans les origines de Shigeru Ban et dans le tissu urbain du Japon d'après-guerre au sein duquel il a formé sa pratique, celui-là même qui résonne avec Metz et l'extension urbaine alors en cours. Dans l'après-guerre, on sait que les villes japonaises sont rasées au sol pour la plupart. Évidemment, Hiroshima, mais Tokyo est également largement détruite. Et donc, c'est une idée de l'urbanité qui se reconstruit sur les ruines de la guerre. Ça va traverser presque la psyché architecturale. Il y a, avec cette architecture de l'après-guerre, et notamment le courant métaboliste qui naît donc dans les années 60, cette idée d'une architecture qui sera mouvante, qui va pleinement en fait prendre racine dans la modernité, dans une certaine aussi inventivité industrielle, dans cette idée de renouvellement permanent rendu possible par les techniques de construction, par les nouveaux matériaux, par aussi une logique de mobilité de capitaux, etc. Et donc les architectes vont comme absorber ces questions et penser une architecture qui est évolutive, qui est capable de renouvellement et de transformation à l'échelle de la ville. Dans le centre Pompidou-Metz, l'architecture, finalement, elle crée des interstices et elle crée des volumes, non seulement des volumes clos et couverts, qui sont justement dans cet interstice entre le corps du bâtiment et puis sa partie aérienne. Donc on peut retrouver finalement dans ce jeu avec les vides et avec les porosités, quelque chose de très urbain peut-être, une forme de non-cohérence ou en tout cas de disruption à petite échelle qui préannonce l'urbanité de ce site qui est en pleine transformation. Le dernier témoin de cette transformation est le jardin autour du musée. Fruit du travail de l'urbaniste Nicolas Michelin à l'ouverture du bâtiment en 2010, il est en 2023 confié par la directrice du Centre Pompidou-Metz, Chiara Parisi, à Gilles Clément, paysagiste, philosophe, connu pour son travail théorique et notamment son manifeste du tiers paysage, mais aussi ses réalisations au parc André Citroën à Paris ou dans le jardin du domaine du Rayol dans le Var. Derrière la cafétéria, Gilles Clément a créé 3 clairières qui font alterner passage entre les grandes herbes, végétation plus ou moins dense, patio ponctué de bancs en roche de Jaumont, pierre locale de couleur jaune. Il ne s'agit pas d'un simple jardin, mais d'une incarnation de ce que Gilles Clément a appelé jardin en mouvement. La dynamique et les interactions entre les plantes y composent un espace en perpétuelle évolution, de par leur saisonnalité et leurs échanges, en prolongement avec la nature même de ce musée, sans collection, dédié à créer toute l'année des expositions temporaires. Ce musée, plutôt le contenu ici, il n'y a pas de collection pérenne. Gilles Clément. Tout circule, tout voyage. Ça s'en va ailleurs, les collections, ça revient. On ne peut pas dire qu'on est thématiquement sur quelque chose de précis qui pourrait se retrouver qualifié dans le jardin, sauf peut-être le voyage. Or, si on met un nom d'un pays sur chacune des plantes qui existent ici, on a presque la planète. Par rapport au grand principe de la conception du Centre Pompidou-Metz, c'était l'idée d'être sur un territoire et que le bâtiment soit intimement lié à son environnement, mais de façon paysagère plus qu'urbaine. Et je trouve que ce jardin, la façon dont il vient s'imbriquer, il y a presque une évidence. En lien avec son jardin et son contexte urbain, ne cessant jamais de questionner notre rapport à l'espace, à la lumière et aux formes, le Centre Pompidou-Metz est devenu un bâtiment iconique. Il a su dépasser non seulement les limites techniques, mais aussi stylistiques en empruntant autant, par ses tubes et ses fenêtres tableaux, au modernisme, que par l'organicité de ses formes et leur variété, à une esthétique de la postmodernité. Depuis sa construction, Shigeru Ban est devenu l'une des figures majeures de l'architecture mondiale, couronnée par le Pritzker Prize, puis par le prix impérial des Beaux-Arts du Japon. Et c'est en partie parce qu'avec ce bâtiment, il a su incarner l'ADN de ce musée qui sait voir la lumière avant les autres. Merci à toute l'équipe du Centre Pompidou-Metz, aux architectes Shigeru Ban et Jean de Gâtine, à Gilles Clément, Emmanuel Capone, et pour leurs précieux témoignages, au président du Centre Pompidou-Metz Laurent Lebon, à sa directrice Chiara Parisi, doublage Maxime Chauvelin.
Production et éditorialisation Elsa de Smet. Écriture et réalisation Jeanne Dreyfus Daboussi.